Bonjour à tous, moi je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire des forêts alluviales de la Bassée. Alors à cette heure-là, au moment de la digestion, j'espère ne pas perdre tout le monde avec ma petite histoire. Pour ceux qui étaient là mardi, qui ont eu la session d'introduction de Guillaume sur cette session, je vais revenir sur pas mal de thématiques qu'il a abordées. J'ai juste arrivé à une conclusion différente, qui est que je décris une végétation, alors que on peut se demander dans le contexte actuel si, avec les modifications qu'on peut avoir climatiques du milieu, etc., si ça sert encore à l'heure actuelle de décrire certaines végétations, comme ça va être le cas pour les forêts alluviales de la Bassée. La Bassée, c'est une région naturelle située en moyenne vallée de la Seine. C'est une zone d'expansion des crues de la Seine en amont de Paris, qui se situe globalement de la confluence entre la Seine et l'Aube, entre la Seine et l'Aube jusqu'à la confluence entre la Seine et Lyon. C'est le début du domaine subatlantique. C'est aussi dans une région naturelle qui est la Champagne-Crayeuse, donc dans le bassin parisien secondaire. C'est une zone humide qui est classée d'importance nationale, et c'est une zone humide qui comprend une réserve naturelle nationale, deux sites d'intérêt communautaire Natura 2000 et une zone de protection spéciale pour les oiseaux. C'est une vaste plaine inondable, large de 5 km, parcourue d'un réseau d'anciens chenaux de divagation du fleuve. Donc on a des bras morts, on a des nous, qui sont des bras secondaires, on a l'ancien cours de la Seine, la vieille Seine, et on a le bras principal. C'est une vallée calcaire qui repose sur un socle crayeux. Là, c'est un exemple un peu de ce qu'on peut avoir comme type de nous, donc ces bras secondaires qui sont généralement assez lents dans la vallée. C'est une vallée qui est soumise à de nombreuses perturbations. On a beaucoup de gravières. L'exploitation du granulat avec Paris qui est pas très loin a provoqué la création de nombreuses gravières qui sont mises en eau. On a un canal de dérivation de la Seine pour les péniches, on a des casiers pour les zones pour les crues, et on a en plus les réservoirs de la Seine en amont qui contrôlent les niveaux d'eau. Et on peut rajouter à ça aussi des captages pour les agglomérations avoisinantes. Dans cette vallée, à l'heure actuelle, les niveaux les plus hauts sont dominés par des cultures, les niveaux les plus bas sont principalement boisés. On a à peu près 6000 hectares de boisement, c'est à peu près 15 hectares de cette région naturelle, 15% de cette région naturelle. Et on a encore quelques rares prairies alluviales dans ces niveaux les plus bas et des peupleraies. Les peupleraies ne sont pas spécialement dominantes dans cette vallée alluviale comparée à d'autres vallées qu'on peut avoir dans des régions proches. Historiquement, la Bassée, c'était quasiment que des prairies de fauche. Ça servait en fait le fourrage à toutes les régions avoisinantes. Ça allait jusqu'à Paris, jusqu'à servir la garde nationale, les écuries. Ça a été comme ça pendant tout le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. On le voit sur les cartes de Cassini, c'était des grandes zones marécageuses, ouvertes, qui étaient principalement fauchées. Ça a continué comme ça toujours, carte d'état-major, on continue de voir une grande dominance de ces fourrages et des forêts qui sont assez peu présentes. On voit sur carte de Cassini, il y a un grand massif forestier en amont et il y a quelques petites taches tout au long de la Bassée, mais globalement les forêts sont assez peu dominantes à cette époque. État-major, ça continue. Et après, on va avoir une déprise agricole qui va commencer à partir de 1900. Et puis on va avoir parallèlement aussi une intensification agricole, c'est-à-dire qu'on va passer de ce qui reste en prairie à de la culture. On va arriver sur quelque chose de plus binaire, c'est-à-dire culture-forêt. Et on va avoir une troisième composante qui va arriver à partir des années 70, qui va être les gravières. Donc là, on peut voir sur les premières cartes IGN des années 50, la part de forêt qui est déjà devenue beaucoup plus importante avec la déprise qui arrive en 1900. En 50 ans, on a déjà beaucoup plus de forêt. Problème, forcément, c'est des forêts qui sont jeunes, un morcellement très important, des forêts qui sont privées, peu de forêts préservées. Normalement, dans ce contexte-là de grandes vallées alluviales, fleuves à courant lent, c'est le contexte d'une unité forestière qu'on appelle l'ulménion, donc des forêts des Quarcophagetea. C'est des forêts méso-hygrophiles à mésophiles de bois durs mélangés, ormes, chênes, frênes, érables, aulnes, qu'on trouve sur, normalement, l'ensemble des terrasses alluviales
de ces vallées, de ces fleuves à grandes rivières, à cours lents. On les a dans les plaines atlantiques, dans les plaines continentales en France, plus largement même en Europe. Normalement, ça n'arrive pas dans le domaine méditerranéen, qui a un autre système de fonctionnement, avec des assèchements estivaux des grands cours d'eau. On a des inondations régulières de courte durée par débordement. Suivant si on est sur des fleuves de type à régime océanique ou à régime alpin, on n'a pas forcément les crues au même moment. On a des inondations qui sont régulières, de courte durée, par débordement, et parfois, certaines années, des crues décapantes. Aujourd'hui, dans nos systèmes actuels, ces crues décapantes sont de plus en plus rares, voire quasiment disparues. En France, l'Ulménion, c'est quelque chose qui est reconnu sur un certain nombre de vallées. C'est une unité physiologique qu'on retrouve normalement sur le Rhin, sur la Loire, sur l'Allier, sur la Saône, sur le Rhône, sur la Dour, sur la Garonne. Si on prend un peu historiquement ce qu'on peut retrouver dans les différentes synthèses phytosociologiques qui existent sur cette alliance, on retrouve justement l'ensemble de ces vallées-là, et on retrouve une vallée de la Seine qui est quasiment jamais citée, ou alors elle est très rarement citée, il n'y a pas de cartes qui sont associées, c'est cité comme relictuel, il n'y a pas d'éléments, etc., etc. Donc là, c'est les cartes qu'on peut avoir dans les cahiers d'habitat Natura 2000. On voit à peu près toutes les autres rivières qui sont signalées, mais pas la Seine. Ce qu'on peut avoir dans les synthèses faites par Lengreffe en 2008 sur l'ensemble des forêts de France, on retrouve nos principales vallées, Rhin, Rhône, Saône, Loire, etc. Alors il y a un petit point d'interrogation avec la Seine, pas de chance, c'est sur l'estuaire de la Seine, c'est pas du tout sur la Bassée. Ce qu'on peut avoir dans les évaluations Natura 2000, les rapportages, celui de 2006, où on commence à avoir des petits bouts en vallée de la Seine qui apparaissent. Puis en 2012, où là on voit qu'il y a des petits problèmes sur l'Ulménion, et il y en a sans doute beaucoup trop. Et puis ce que les CBN avaient remonté justement pour ces différents rapportages. Donc on voit en gros que dans le nord de la France, il y a certainement quelque chose qui se rapproche de l'Ulménion, mais qu'en fait on n'a aucune description derrière. On ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière tout ça. C'est une alliance qui est normalement dans le nord par nos collègues de Bayeul, qui n'est pas reconnue. Donc on a assez peu d'éléments finalement pour pouvoir savoir ce qu'on a dans cette Ulménion dans le nord de la France, comme élément de comparaison. En Bassée même, c'est une végétation qui est reconnue tardivement. Il faut quand même savoir que, notamment en Île-de-France, au niveau floristique, c'est quand même une région qui est ultra connue, qui a suscité de nombreuses flores par les botanistes historiques. Découvrir des nouvelles espèces en région Île-de-France, c'est quand même pas tous les jours. Et ben, en Bassée, on a découvert plusieurs espèces seulement très récemment. Il y a d'abord eu Fraxinus angustifolia en 1977. Alors bon, c'est sans doute que des hybrides, c'est sans doute une remontée de l'espèce. Mais par contre, on a aussi découvert la vigne sauvage. La vigne sauvage, qui est une espèce protégée nationale, on l'a découvert seulement en 1989. Donc c'est vraiment une région naturelle qui était totalement méconnue, très peu étudiée. Et alors, en phytosociologie, encore moins. On a les premiers relevés phytosociologiques qui apparaissent au début des années 90 par Jean-Marie Royer et Bernard Didier, puis ensuite un certain nombre de bureaux d'études qui ont fait des relevés phyto, mais sans jamais aucune publication derrière, et sans jamais une synthèse vraiment sur ces végétations-là. Et puis si on prend une synthèse vraiment qui est le guide de Marcel Bournéas sur les végétations du bassin parisien, il en a fait plusieurs éditions. Jusque dans les années 80, toutes ces éditions ne parlaient jamais de ces forêts sur la Bassée, c'était totalement inconnu, ça a apparu seulement à partir de 2000. Et pourtant, la Bassée, c'est une région naturelle qui est en volonté de protection depuis très longtemps. Au départ, c'était finalement en fait principalement orienté sur les oiseaux, les prairies inondables, le fait qu'il y avait du ral déjeuner dedans, sur les prairies à violaillation, etc. Il y a eu différents projets de réserve qui ont eu beaucoup de mal à aboutir. 74, 80, ça aboutit pas, il y a des arrêtés de protection de biotopes qui sont créés, des ICO, etc. Tout ça finalement pour les oiseaux et les prairies. Et puis progressivement, on intègre au projet les forêts. Il y a 2 sites Natura 2000 qui sont créés en 99 et la réserve naturelle nationale qui est enfin créée en 2002, où on intègre ces forêts. Au final, on se retrouve avec des forêts qui sont dites alluviales, qui sont protégées,
qui sont toujours menacées avec tous les problèmes hydrologiques qu'il y a, mais qui ne sont toujours pas décrites. On a 40 ans de volonté de protection, on a 15 ans ou 20 ans que c'est protégé, et en fait on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est. On suppute que c'est de l'Ulménion, et que c'est un habitat Natura 2000 quand même, mais en fait on ne sait pas vraiment si c'est ça qu'on a. Donc là une espèce emblématique de la bassée, Viola glaciaire. Donc l'habitat Natura 2000 qui correspond, c'est le 91 F0, les forêts mixtes riveraines des grands fleuves. C'est un seul site Natura 2000 avec cet habitat en Île-de-France. Forcément, nous, ça nous a conduit avec nos partenaires à devoir essayer de mettre en place un protocole pour évaluer l'état de conservation de ces forêts. On s'est retrouvé face à un problème, comment évaluer un habitat qui n'est pas décrit, qui est mal connu, sur lequel on a vraiment très peu d'éléments, et surtout, est-ce que c'est encore cet habitat qui est fonctionnel à l'heure actuelle, ou est-ce que nous, on s'est beaucoup posé de questions sur ces forêts qui nous paraissaient assez sèches, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu une transformation, une disparition de ces forêts alluviales au profit d'un autre groupement qui aurait pris la place, donc, avec un cortège qui serait déjà en mutation. Et surtout aussi, est-ce que finalement toutes ces forêts du lit majeur de la Bassée relèvent toutes de cet habitat-là, ou est-ce qu'on a des variations microtopographiques qui nous amènent à avoir différents habitats ou un seul dans cette vallée. Donc on a pris les méthodes d'évaluation Natura 2000 qui peuvent exister au niveau national pour les forêts, donc les protocoles du MNHN, il y a aussi les protocoles de réserve naturelle de France, le protocole de suivi dendrologique des réserves forestières, parce que la réserve de la Bassée avait déjà des protocoles de suivi par placette. On a essayé de s'adapter à tout ça et de faire un certain nombre de placettes avec des suivis d'état de conservation. On a sélectionné 70 placettes sur l'ensemble du site en fonction du morcellement du site et de l'ensemble des polygones qu'on avait reconnus comme cet habitat. Bon, il y en a un certain nombre qui sont relevés comme étant mal cartographiés. Et on en a gardé une soixantaine. On a rajouté volontairement des placettes test sur des zones témoins qui étaient historiquement connues pour évaluer la pertinence de cette méthode, pour savoir où on allait et ce qu'on était en train de fixer, pour avoir un peu un état de référence et un état zéro à dire d'expert sur ces sites-là. On a rajouté des relevés à phyto à tout ça pour pouvoir compléter un peu la description de notre habitat. Forcément, ça nous permettait aussi d'ajuster nos listes d'espèces, mais ça nous faisait une méthode beaucoup plus lourde, mais qui nous servait à faire un état zéro qu'on pouvait ensuite simplifier. Les critères qu'on a sélectionnés, c'est des critères classiques, ancienneté de l'état boisé basé sur la flore, notamment la flore herbacée, l'intégrité de composition dendrologique arborée et des lianes, la maturité du boisement basée sur les essences, le gros bois, le bois mort sur pied, etc., la dynamique de neuromènement de la végétation et les atteintes diffuses. Ça nous a donné des résultats qui correspondaient à peu près à ce qu'on imaginait à dire d'experts. Nos placettes test qu'on imaginait en bon état sont à peu près bien ressorties dans des états corrects ou optimaux. Et surtout, ça nous a permis de voir que ces forêts-là, on avait qu'à peu près 15% en bon état de conservation. Et que si on voulait vraiment décrire le groupement, il allait falloir qu'on élimine beaucoup de ce qu'on avait comme matériel disponible pour pouvoir faire des descriptions à peu près homogènes de groupements matures et stables. Parallèlement, c'est une région naturelle qui a été entièrement cartographiée par différents programmes, vu que c'est une région sous forte pression avec la création des gravières. Au total, on a eu un jeu de relevés de près de 320 relevés, donc, qui est quand même conséquent pour un seul type de végétation, avec du coup beaucoup de forêts immatures, beaucoup de forêts dégradées, de sylvofaciès, etc., sur lesquels il allait falloir faire un gros tri. On a des multiplications de relevés aux mêmes endroits, notamment avec la réserve où il y a eu vraiment des multiplications de relevés. Et puis on a notre problème de différenciation de forêts plus sèches, souvent sur des dépôts de galets, et de transition aussi vers des zones marécageuses. On a en fait des faciès humides, des freinés humides, qui sont semi-marécageuses et sur lesquelles on ne sait pas en fait si c'est des variations de notre ulménion ou si c'est déjà des choses qui doivent passer dans des zones marécageuses. Au final, on a un groupement qu'on a réussi à décrire, qui est une freinée chaînée Rabelais-Ormée, avec quasiment aucune espèce continentale ou aucune espèce atlantique dedans, très peu de marqueurs biogéographiques. On a des nitrophiles et des hygrophiles qui sont très ponctuels. Comme espèces marquantes ou dominantes, on a notamment quelques lianes, Hedera helix, la vigne, la clématite. On a un lot important d'espèces neutrocalcicoles. On a un lot important de mésohygrophiles. Et on a quelques nitroclines.
au final, si on compare un peu avec les différents groupements qui peuvent exister décrits dans la littérature, bon, ouf, déjà c'est l'huile mignon. On arrive quand même à cette conclusion-là, ce qui était notre problématique. On n'a même pas essayé d'essayer de forcer à rentrer ça dans le mignon, ça rentre plutôt bien dedans. Par contre, on a assez peu de marqueurs qui nous permettent de différencier par rapport aux autres associations végétales qui peuvent être proches. Donc on a comparé avec plusieurs associations d'huile mignon, donc Fraxinolmetum qui est une association continentale décrite d'Allemagne, Egopodiofraxinetum qui est décrite de Belgique, qui est à l'heure actuelle classée plutôt dans l'alnénion, mais qui en fait est très très proche de l'huile mignon. L'Ulmofraxinetum angustifolié décrit de la Saône, une asso de Fraxinoquercion, parce que c'était quand même une de nos questions qu'on se posait, est-ce que finalement on n'est pas plutôt sur quelque chose qui relève du Fraxinoquercion, et puis de l'Ulmoquercetum décrit sur la vallée de la Loire. Donc tous nos groupes se différencient à peu près bien. On a les continentales du Fraxinolmetum qui n'apparaissent pas, toutes les mésophiles qu'il peut y avoir des Fagetalia dans le Primuloquercetum n'apparaissent pas du tout dans notre groupement. Et on a quelques calcicoles, donc on ressort comme espèce différentielle, notamment la vigne, et le Nicera xylosteum, qui est finalement une différentielle très relative par rapport aux autres groupements. Si on compare nos groupements 2 à 2, en fait, on a beaucoup plus de différentiels. Si on compare l'ensemble, c'est beaucoup plus dur de trouver vraiment des espèces qui sont propres que à notre groupement. C'est toujours le problème des caractéristiques vraies et d'un cortège différentiel ou d'un cortège caractéristique. Ok. Donc c'est un groupement écologiquement qui est hygrocline, nitrocline, eutrophile et basicline, sous régime océanique. C'est un groupement qui est fortement calcicole. C'est pas sur des sols fluviaux. On a un peu étudié les sols. C'est un calcosol fluvique, mais c'est pas un fluviosol. C'est avec un groupement avec un humule carbonaté. Et après, au niveau de la description, du coup, c'est une association. Du coup, on n'a pas 36 solutions pour la nommer, pour mettre une étiquette là-dessus. Hein. On est arrivé à une seule conclusion qui était Vitifraxinetum. Et juste pour terminer, voilà, on décrit un groupement, on a un état 0 à l'heure actuelle. Maintenant, avec les pressions qui existent, la multiplication des carrières, la destruction des milieux naturels, on a une évolution très forte du cortège dendrologique qui est en train de se faire. On a la Calarose du frêne qui est arrivée, qui est très très forte en passé, la Graphiose de l'Orne qui avait déjà fait des gros dégâts. Parallèlement, on a l'arrivée du frêne oxyphile, on a des changements de cortège qui sont en train de se produire, qui sont très forts, plus l'abaissement progressif de la nappe. On ne sait pas vers quoi on va évoluer. On a décrit un groupement à l'instant actuel, mais on ne sait pas finalement vers quoi ça va pouvoir évoluer. Mais ça nous permet d'avoir un état 0 à cet instant et de savoir vers quoi on va pouvoir évoluer. Voilà, là c'est l'état des dégâts de la Calarose à l'heure actuelle. Tous les frênes qui sont morts, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant en basset. Voilà. Puis je m'arrêterai là. Merci. On va enchaîner pour ne pas perdre de temps. Donc on va franchir la Méditerranée.